Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour l'après-midi de notre 4e journée du Summer Camp accueilli à Rions à l'invitation de la communauté de communes de Jérôme Gauthier qui est parmi nous et de Christophe Azema qui travaille à la communauté de communes et également au maire Vincent Joanneau qui nous ont accueillis ensemble pour cette rencontre qui a lieu depuis ce matin et qu'on continue avec vous. Avant de passer à notre sujet, un sujet qui est donc comment envisager la programmation d'un événement artistique et culturel annulé, différé ou repensé. On va vous présenter l'ensemble de nos intervenantes et intervenants, groupe de personnes que nous avons constitué avec l'équipe du pôle ingénierie ressources avec Gwenaëlle Prudhomme, Alexandra Saint-Thierry et Clémence Rabre qui n'est pas avec nous cet après-midi mais qui nous suit depuis l'IDAC. Donc à notre tour de table, nous avons une représentation de différents partenaires, acteurs dans les territoires, à commencer par, alors il n'y a pas d'ordre, par Florence Olivier qui nous présentera rapidement aussi le projet que tu portes avec Musique à Pile, donc sur la partie plutôt du Coutradé Saint-Denis-de-Pile, sur la partie nord-est de la Gironde. Nous avons avec nous Carlina Cavador de la Rurale, association du Créonais qui porte un projet assez ambitieux sur tout ce qui est l'éducation artistique, une programmation de saison culturelle et également qui s'investit largement avec son équipe et une communauté bénévole importante aussi d'ailleurs et le territoire sur des manifestations estivales. Tu en diras un mot. Avec nous également, nous avons Mathias Sizerski qui est en plus de la mission des scènes d'été itinérantes, suit les tremplins jeunes et un certain nombre de dossiers au sein de la direction de la culture au département de la Gironde. Et c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir ton regard parce que tu es en contact avec un nombre important d'opérateurs et d'artistes du département, et pas que d'ailleurs, puisque on a également des artistes qui viennent d'ailleurs et on est confronté au département également à la problématique des festivals, donc tu pourras également témoigner. J'en profite pour saluer nos collègues de la direction de la culture, Hélène Fribourg qui est là, et Marine Pommier avec nous, et on ne manquera pas d'ailleurs de vous solliciter pour compléter l'éclairage précieux que vous avez et que vous nourrissez depuis le point de vue de la collectivité départementale. Enfin, Elisabeth Sanson, merci de nous avoir rejoints, d'avoir trouvé la petite rue des Remparts et la place où nous sommes accueillis ici chez un hôte de Rions qui a aimablement mis à disposition de notre temps un très très beau jardin on appelle ça un clos, c'est ça, monsieur le maire, un clos qui nous permet de découvrir les paysages environnants. Elisabeth qui donc suit et dirige le festival Chahut, un festival des arts de la parole sur Saint-Michel et pas que, également sur le territoire métropolitain, voire au-delà, et qui a été confrontée elle aussi à la question de maintenir, différer un événement dans le contexte que nous connaissons. Très rapidement, pour se redire un peu le contexte, en pleine crise du Covid, nous avons vécu ensemble l'interdiction des grands rendez-vous culturels jusqu'à la mi-juillet, qui a eu un effet massue pour l'ensemble des organisateurs de festivals, des petits comme des gros, j'ai envie de dire, avec des annulations qui se sont enchaînées, des manifestations qui n'ont pu se dérouler, avec les conséquences que ça a, bien sûr, sur le plan économique et en termes de défis qu'ont dû relever les différents organisateurs. Entre appels de soutien à l'État, aux collectivités, et le recours difficile parfois aux assurances, aux conditions de report ou les façons de réimaginer la suite de ces événements, on a les uns et les autres souvent dû avoir affaire avec des injonctions parfois contradictoires sur la question de la jauge, une centaine de personnes, puis davantage, puis moins, avec les problématiques de pouvoir de police, de l'État, et puis souvent des maires qui au final sont les décideurs dans le cadre de leur mission communale. Un ensemble donc de difficultés, de questions qui se posent vraiment sur l'ensemble des festivals et des manifestations à caractère culturel
culturel et par extension plus largement sportif notamment. Donc c'est vraiment l'objet de notre rencontre, et avec un schéma, un système qui fonctionne assez bien, puisqu'on va vous poser des questions et on va également interagir avec un public complice. Il y en a qui étaient déjà parmi nous ce matin et qui pourront interagir avec nos témoins intervenants. Christophe Azema, je t'ai cité, mais on a aussi des collègues amis des services du ministère de la Culture. Je vois Olivier Dupéra qui est dans notre communauté sur le château de Cadillac et de la Sauve-Majeure, sur le site de la Sauve-Majeure. Sébastien Carlier qui était là ce matin avec nous sur la dynamique des parcs naturels régional Languedoc-Gascogne, avec aussi des problématiques parfois qui impactent le travail que vous menez dans vos projets respectifs. J'aperçois au fond nos collègues et amis des milieux atypiques qui ont aussi un projet itinérant qui est assez important, avec une trentaine, je crois, un peu plus de trentaine de manifestations qui avaient été mis en difficulté, interrogé cet été, et peut-être que tu en diras un mot si tu veux bien, quand tu voudras. Tout ça nous permet donc d'interagir et de pouvoir répondre donc à 3 questions, ces 3 questions qu'on va vous poser, et qui nous permettront d'échanger finalement de façon assez spontanée sur la question de comment envisager la programmation d'un événement artistique annulé, différé ou repensé. Ces questions, elles sont donc, qu'est-ce que la crise finalement du Covid a changé à votre quotidien en tant que professionnel, acteur? Ça sera donc notre première question. Et on essaiera de voir après comment on peut y répondre avec les différentes perception que vous avez eue donc du phénomène, sachant que cette question de la crise Covid, elle perdure encore, qu'on a toujours des inconnus sur la façon même dont et les saisons culturelles vont pouvoir se redéployer dès la fin de l'été, la façon dont certaines manifestations prévues en fin d'été pourront se dérouler, et comment ça interroge également des manifestations, des festivals qui ont pu ou qui ont été annulés, qui doivent déjà repenser leur déroulement sur l'année prochaine. Et la dernière question, ça sera quelles sont les innovations, les solutions ou les questions que cela soulève, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour arriver à dépasser cette crise, et en tout cas à revenir à une forme de normalité, autant qu'on puisse employer ce terme-là. Peut-être que je vous laisse faire un petit tour de présentation pour nous parler de votre projet. J'ai du son dans le micro, c'est normal ? Oui, c'est bon. Pour vous laisser nous parler de votre projet et nous parler du contexte, et après on reviendra sur le sujet. Florence ? Oui, donc moi j'interviens pour l'association MKP Musicapil. C'est une association qui a plus de 20 ans et qui a été créée pour organiser un festival Musicapil, festival de musique actuelle, qui donc devait avoir lieu cette année début juin pour la 23e édition. Voilà, donc à l'annonce du confinement, toutes nos activités se sont arrêtées. On a beaucoup aussi de projets d'action culturelle sur le Libournais qu'on a dû stopper, comme les parcours d'éducation artistique et culturelle, les projets avec les collèges. Les projets avec les collèges, donc le parcours d'éducation artistique et culturelle, et tout un tas d'autres projets avec les habitants du Libournais. Cette année, on organisait la première édition aussi du festival Pile de Drôle, qui est un festival familial qui devait avoir lieu mi-avril, et donc pour lequel on a réussi a priori à reporter toute la programmation à mi-octobre. Et enfin, un autre événement qu'on organisait pour la première fois chez un particulier, dans un château, du côté de Saint-Martin-du-Bois, pas très loin de Libourne, où on accueillait aussi une artiste pour laquelle nous avons dû aussi annuler la programmation cette année. Donc, Musicapil, c'est une petite équipe, on est 2 personnes
en permanence, embauchés par l'association pour développer toutes ces activités. Et après, voilà, le gros problème se pose au niveau des bénévoles, que l'on n'a pas revu, que l'on n'a pas rencontré cette année. Toutes les réunions qui étaient prévues ont été annulées. On a essayé de garder le contact avec toutes ces personnes par mail, par visio, etc. Mais c'est vraiment un des problèmes, une des problématiques que l'on se pose pour la suite de nos actions pour l'année prochaine. Merci. Carlina? Oui, bonjour. Donc moi je suis Carlina, je travaille pour l'association La Rurale, donc, qui est un opérateur culturel qui développe un projet culturel donc, de territoire sur le Créonais, autour de 3 missions. Donc la diffusion qui se décline sur une saison culturelle, un festival ambiennal qui est Chapitoscope, festival sous chapiteau et à l'air libre, et puis aussi la programmation d'été dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle La Piste sous les étoiles, qui est donc aussi labellisée scène d'été. On déploie aussi des parcours d'éducation artistique. On est d'ailleurs dans un pré-Cotéac qui va se maintenir, se prolonger l'année prochaine, et puis aussi du soutien à la création. Et évidemment, comme on est une association avec 2,5 équivalents temps plein, donc 2 salariés permanentes et l'embauche d'intermittents du spectacle sur des opérations hors les murs, on travaille aussi, l'ensemble de nos actions sont déployées grâce à de nombreux bénévoles habitants du territoire, qui fait aussi partie d'une grande part de nos métiers, d'animer la vie bénévole. Et effectivement, je te rejoins, c'est très compliqué en ce moment de pouvoir réinvestir ce lien-là avec les habitants. Donc nous, on a annulé, d'ailleurs, on accueillait sur un préachat assorti d'une résidence la compagnie des Dindous qui venait présenter sa création Amstramgram, et le jour, donc ce jour-là, on a appris qu'il fallait réduire la jauge à 100 le soir même. Donc déjà, on était dans le dur. Et puis ensuite, il a fallu annuler et reporter l'ensemble des spectacles de la saison. Attendre pour se questionner pour La Piste sous les étoiles, qu'on a finalement annulé. Et la première question, nous, qui nous a vraiment... après la sidération, le télétravail, toutes ces périodes un petit peu complexes, c'est se dire qu'il fallait vraiment trouver les moyens de pouvoir payer toutes les équipes artistiques, en fait, parce que c'était une urgence. Donc le premier travail, ça a été d'appeler tous nos partenaires financiers qui, je vous remercie, non seulement ont continué en fait à nous donner les subventions, mais aussi en fait à répondre présent dans le dialogue, et ça c'était très riche. Les réseaux professionnels aussi ont permis aussi à garder le lien, à faire de la veille. Et donc, report ou annulation, on a tenu à faire des indemnités compensatrices à toutes les équipes artistiques, mais aussi dans le cadre de la médiation, on a fait comme tu le disais ce matin, Christophe, aussi, on a continué les parcours d'éducation artistique grâce à des montages vidéo avec les artistes pour que les élèves puissent continuer à avoir des traces. Et puis La Piste sous les étoiles, quelques concerts. En fait, en général, c'est 6 concerts qui se déploient le long de la piste cyclable en été, dont 3 qu'on avait choisis avec les élus de la commune de Créon de reprogrammer en fait dans d'autres cadres. Un groupe qui est venu, la fanfare Santa Machete aussi, qui était labellisée elle aussi scène d'été, qui est venu jouer pour le 14 juillet ce mardi. Ensuite, on va avoir un groupe qui va venir jouer dans un EHPAD, des choses qui vont venir se jouer dans des quartiers. On est en train de cibler avec les élus des publics qu'on aimerait toucher. Et puis on a encore appris hier soir qu'il y avait des choses qu'on avait imaginées, qu'on allait encore devoir annuler. Donc en fait, je crois que c'est une adaptation en permanence. On n'a pas de solution. On travaille sur les saisons à venir, aussi en essayant d'inventer des nouvelles formes qu'on pourra moduler sur le moment. Mais on est encore en train de chercher, et c'est pour ça que ces moments sont essentiels pour continuer à se rencontrer
Et puis échanger aussi avec les équipes artistiques qui peuvent aussi nous donner, elles, voilà, des idées pour changer les formules. Voilà. J'ai encore plein de choses à dire. Mais... Merci pour ce premier tour d'horizon. Hein. Sur le contexte général, ou une première impression, Mathias, également, ta vision depuis la posture départementale. Déjà, je vais resituer très rapidement un peu le rôle du département dans l'environnement culturel. Donc le département de la Gironde a fait le choix d'avoir des politiques volontaristes culture au-delà de ses compétences obligatoires. Les scènes d'été en Gironde que vous connaissez en font partie. Et donc ces scènes d'été regroupent à la fois le soutien aux événements culturels, aux initiatives culturelles locales, et à la fois par le biais d'un appel à projet, le soutien aux équipes artistiques par le biais d'une aide à la diffusion. Donc le rôle du département était assez central dans le sens où en tant que partenaire, on était un petit peu au milieu des problématiques de l'ensemble des opérateurs et qui nous remontaient à la fois leurs difficultés, mais aussi qui nous faisaient passer des informations. Donc c'est vrai qu'il y a eu un vrai enjeu d'accompagnement sur cette période difficile, avec beaucoup de réactivité pour que l'information circule bien, parce que ça a été un petit peu le nerf de la guerre, savoir qu'est-ce que nous pouvions faire, qu'est-ce que nous pouvions conseiller, comment accompagner tous ces opérateurs. Le département a pris aussi une décision très importante, c'est de maintenir l'ensemble des subventions qui avaient été votées et de les verser à tous les opérateurs culturels, qu'ils soient événements associatifs, de mairie ou compagnies artistiques, pour ne pas fragiliser justement ces opérateurs qui rentraient de plein pied dans une crise. Et au mois d'avril, on n'avait aucune perspective sur la durée de cette crise, et on en mesure aujourd'hui avec le recul les effets. Donc voilà, donc pour pas trop prendre de temps, voilà, donc notre rôle, ça a été vraiment d'accompagner, de conseiller, d'informer, et tout en maintenant aussi notre action, hein, puisque les scènes d'été en Gironde, c'est une très grande campagne de communication, c'est la plus grosse campagne du département, et donc il a fallu aussi s'adapter nous-mêmes dans nos procédures de travail, abandonner les publications et se replier sur le net qui est plus souple en termes de mise à jour de l'information, et voilà, et donc on a vraiment pris notre place au milieu de tous ces opérateurs pour essayer de maintenir le plus possible d'événements, je dirais pas de sauver la saison, parce que je trouve qu'elle a quand même assez résisté malgré les difficultés, et voilà, donc de faire au mieux pour aider à notre niveau. Tu nous en rediras un mot peut-être plus tard sur la façon dont notamment les scènes d'été itinérantes notamment ont pu se redéployer, on en reparlera après. Oui. Elisabeth ? Oui, donc Elisabeth Sanson du festival et de l'association Chahut à Bordeaux, association qui a deux activités principales, une fabrique de projets de territoire et puis un festival plus connu sous le nom de Festival Chahut. Et effectivement, au moment où est arrivé le confinement, on était en pleine ascension vers l'aboutissement de nos différents projets participatifs et la préparation du festival qui mobilise effectivement l'énergie de l'équipe, donc une équipe de 3 personnes permanentes, plus effectivement des intermittents qui arrivent au moment du festival, et une centaine de bénévoles qui rendent possible cet événement. Et c'est vrai que c'est vraiment important de se rendre compte qu'il y avait aussi mars, avril, mai des moments de projets où les artistes étaient censés créer avec les personnes, et donc on était vraiment en train de créer. On avait énormément de rendez-vous prévus sur ces 3 mois-là. Donc ça a vraiment coupé net le cœur de notre métier, qui est de rassembler, je crois, de faire en sorte que la circulation de la parole soit possible, donc en présentiel, on va dire. Maintenant, on dit comme ça aujourd'hui. C'est un mot qui n'existait encore pas il y a quelques mois. Et c'est vrai que, ouais, pour moi, le cœur du métier, qui est ça, rassembler et programmer, et ces deux choses-là étaient devenues impossibles.
Et donc du coup, on s'est senti forcément, je pense comme tout le monde ici, très empêché. Et on a continué à préparer le festival en se disant ça, ce sera pas possible parce que c'est en salle, ça c'est participatif, on n'aura pas le temps de le faire. Donc on a continué pendant un mois à tenir en télétravail tout ce qu'on pouvait tenir, en espérant vraiment qu'on allait. On pouvait pas se dire qu'il y aurait pas de festival. Et puis finalement, mi-avril. On s'est dit bon, il faut annuler là. Il restait plus qu'un petit squelette qui ressemblait plus à rien parce que le Chahut, c'est un festival qui agrège des spectacles, mais comme je disais aussi des projets de fond et en fait les propositions se répondent les unes aux autres. On essaye d'articuler tout ça et en fait quand on enlevait lambeau après lambeau des éléments, ça ressemblait plus à rien. Donc on a dit ok, on annule et on a donc annoncé cette annulation. Donc là il y a eu un petit coup de blues supplémentaire et puis finalement 2 semaines après on a proposé d'inventer un autre format qu'on a appelé le mini Chahut pour bien expliquer que c'était autre chose que le festival qu'on avait prévu de faire. Et ça, je pourrais en parler quand on expliquera comment on en est venu là. Et juste sur la situation, ce qui était troublant aussi, c'est qu'on travaillait depuis le début de la saison sur une thématique, un axe qui était la question de l'invisible. Et de l'invisible, c'était un mot comme ça qui nous permettait de réfléchir sur nos projets. Et ça croisait à la fois des questions liées à des questions sociales, d'invisibilité de certaines personnes qui sont sur le terrain et dont on rend trop peu compte du travail. Donc ça, c'était un élément très important de ce qu'on était en train de travailler. Plus la question de tout ce qui nous échappe, des transformations silencieuses qui se produisent autour de nous et auxquelles on n'arrive pas à avoir accès, qui sont indicibles aussi. Et comme on est une association sur les arts de la parole, on trouvait que c'est intéressant la question de l'invisibilité à travers la question de la parole. Enfin, voilà. Et donc le virus, la pandémie, tout ça, la possibilité aussi pour des personnes rendues invisibles d'avoir un espace médiatique aussi pendant ce temps de confinement. Tout ça a fait écho de manière assez troublante avec toutes les problématiques qui nous habitaient. Donc c'était à la fois, ça nous a mis dans une situation de se dire ok, ce qu'on est en train de travailler, ça a d'autant plus de sens, sauf qu'on peut pas. On peut plus le travailler, quoi. Donc là, on en est un peu là, de dire comment la situation qui est loin d'être terminée va évoluer. Ça, personne ne peut le dire, mais surtout comment nous, là où on va continuer à travailler sur ce qui nous importe et à continuer à inventer peut-être des formats, des manières d'assouplir, je crois, vraiment notre métier, parce que je disais programmer, c'est vraiment anticiper. En général, quand on décide qu'il va y avoir un spectacle, on le décide et on s'organise pour que ça ait lieu. Donc là, on se rend compte qu'en fait, peut-être pas. On va le décider, mais peut-être que ça n'aura pas lieu ou que ça aura lieu différemment. Donc on doit vivre, je pense, avec cette incertitude encore pour un petit moment. Et je trouve que c'est effectivement très intéressant de nous réunir parce qu'on a évidemment, j'entends, les mêmes questions, enfin les mêmes difficultés. Donc je trouve que c'est très intéressant de croiser les réponses, entre guillemets, même si je pense qu'il n'y a pas... La situation pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, mais les questions sont... C'est ça qui nous fait avancer aussi, je pense. Merci Elisabeth. On a des messes basses. On vérifier des choses, des interventions sur le chat avec Gwenaëlle. Merci pour ce premier tour. Tu voulais en profiter, Gwenaëlle, pour partager quelque chose avec nous Merci beaucoup Philippe. Effectivement, une petite ressource à vous livrer qu'on retrouvera dans le fil d'actualité et puis on vous renverra le lien dans un mail la semaine prochaine. Donc c'est l'Observatoire des politiques culturelles qui s'est mobilisé tout au long de la crise sanitaire lors du confinement pour livrer des analyses et prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'on vivait. Et Jean-Pierre Sasse, dans un article intitulé « Paysages des festivals pendant la tempête », écrit dès le 21 avril, et je trouve que ça résonne quand même encore aujourd'hui. Les festivals rythment la vie des territoires, ils en marquent les saisons, participent à l'écriture de nos récits collectifs, s'inscrivent de manière singulière dans nos histoires personnelles et nos sensibilités. Ils agissent comme des phares dans la cité, ils nous alertent de la bonne nouvelle de leur retour saisonnier. Mais cette année, leur lumière ne brillera pas,
de tous ces éclats. La plupart d'entre eux tentent tout de même de maintenir une lueur ça et là, superbe réaction face à l'adversité. On pourra en parler de ces réactions, mais je vous livre une question de Stéphane Pouchet, donc ancien président de Musique à Pile, qui vous pose la question: chaque acteur culturel présent ici, mais aussi dans le public complice, pense-t-il pouvoir reprogrammer en 2021 les artistes prévus cette année? Je pense que vous allez pouvoir y répondre à vos endroits. Du coup, pardon. On rentre dans le vif, oui. Oui, pardon. Juste sur cette question, effectivement, en ce qui concerne Chahut, il y a des spectacles qu'on a programmés du coup en juin dans le mini Chahut, d'autres qu'on prévoit, alors je parle toujours avec des hypothèses maintenant, mais qu'on prévoit de programmer à l'automne pour un deuxième mini Chahut qu'on envisage aussi en espace extérieur abrité. Voilà, on réfléchit à comment faire pour que ce soit possible le plus possible. Et puis d'autres qu'on reprogrammera peut-être en 21. Et certains, comme disaient mes collègues, avec qui on a honoré le contrat de cession, bien que le spectacle n'ait pas pu avoir lieu. Et dans le choix, entre guillemets, des spectacles qu'on annule vraiment, de ceux qu'on reporte, ou de ceux qu'il y avait vraiment la question des créations, on a essayé de sauver les spectacles qui étaient en création. Et presque tous, pour le coup, on va pouvoir les montrer entre là, ou au pire en juin 2021. Après, les spectacles qui étaient juste en diffusion, qui ont déjà une belle vie derrière eux, on a payé la session et puis on ne pourra pas forcément tous les reprogrammer. Moi, j'avais pas du tout envie de refaire à l'identique en juin 2021 ce qui était prévu en juin 2020. Encore une fois, nous, on est très poreux à la question du contexte et ça se construit avec les gens, avec ce qui se passe autour de nous. Et donc, transposer l'exacte programmation d'une année sur l'autre, dans notre manière de travailler, ça n'aurait pas eu de sens, en tout cas. Quelqu'un veut réagir aux questions de reprogrammation, quand ça s'est posé ou quand ça se pose? Moi, je peux réagir. Donc, pour Musique à Pile, alors deux choses. Il y a Pile de Drôle, le festival jeune public qui était mi-avril. Donc là, on est sur une programmation assez locale. On a décalé de 6 mois, donc on reporte la programmation. Donc là, on est assez content et on espère que ça pourra avoir lieu et qu'il n'y aura pas trop de contraintes sanitaires malgré tout, puisque ça va avoir lieu essentiellement en salle. Première édition, on n'est pas très aidé, donc on a vraiment besoin de la billetterie, on a besoin du public. Donc voilà, on croise les doigts pour cette rentrée. Pour le festival Musique à Pile, je reviens rapidement aussi sur le contexte dans lequel on a choisi d'annuler le festival, même si à quelques jours près, on a eu l'annonce présidentielle qui, de toute façon, nous a dit que tous les festivals seraient annulés. C'est vrai qu'on a énormément travaillé avec nos partenaires, qui le sont quasiment depuis le début, depuis la création du festival. Évidemment, le département, mais aussi la région. Principalement la ville de Saint-Denis de Pile, la communauté d'agglomération, c'était plus compliqué, les élections n'étant pas passées, etc. Enfin, le deuxième tour n'étant pas fait, c'était plus compliqué. Mais voilà, comme mes collègues, je tiens à souligner le fait que le département était à nos côtés dans le dialogue dès le début et a annoncé son soutien, notamment financier, ce qui a quand même soulagé nous, notre petite équipe de 2, mais aussi les équipes de techniciens intermittents du spectacle qu'on embauche et ce qui nous a permis aussi rapidement d'envisager une indemnité pour toutes les équipes artistiques programmées sur le festival. Donc on a vraiment réussi, grâce à nos partenaires, à assumer les frais qui étaient engagés pour cette année et soutenir à la fois les intermittents du spectacle, mais aussi les artistes. Juste redire Musique à Pile, c'est un festival de musique actuelle en plein air qui rassemble environ 5000 personnes dans le public sur 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, dans un parc. Donc on est dans une autre configuration aussi, on est sur une grosse scène avec du son, la lumière. Donc l'idée de proposer une autre forme était assez compliquée parce que ce qui enthousiasme tout le monde depuis le début, c'est ça, quoi, c'est cette forme de festival de musique actuelle et la programmation aussi impose cet accueil-là. Pour ce qui est du report de la programmation, donc nous on va tenter, on tente de la reporter sur 2021.
ce qui n'est pas gagné, puisque c'est un dialogue qu'on a eu avec tous les artistes, donc ça a été assez compliqué. Les boîtes de production, on travaille beaucoup avec des sociétés de production, pas rarement avec les artistes en direct. Et voilà, ils ont eux-mêmes aussi ont subi cette crise et ont été très occupés par tout un tas de problèmes. Mais on a fini quand même par réussir à échanger avec eux, leur proposer une indemnisation et leur proposer un report sur l'année prochaine. Donc on sait que des artistes comme Marie-Flore qui sont en plein développement cette année, voilà, le développement s'arrête net. Donc on est vraiment dans des problématiques financières, business et compagnie. Voilà, la musique actuelle, on le subit plus ou moins chaque année, mais là c'est vrai que cette année c'était le cas. Donc on ne sait pas si elle pourra venir l'année prochaine. On a eu la bonne surprise que quelqu'un comme Kezia Jones, voilà, on ne pensait pas. Il nous envoie une petite vidéo en nous soutenant et en promettant qu'il serait avec nous l'année prochaine. Ensuite, voilà, Bigarang, ça a l'air bien parti aussi. Les artistes, alors curieusement aussi, les artistes plutôt régionaux, je crois qu'eux aussi étaient dans une situation assez délicate. Donc la communication n'a pas toujours été facile, même quand on leur a proposé voilà, des soutiens, etc. Ils avaient des urgences au quotidien à gérer qui fait que voilà, ça n'a pas été simple. On espère pour la plupart pouvoir les accueillir l'année prochaine. Voilà, rien n'est signé, mais c'est un peu l'optique. C'est vrai que c'est pas facile à faire une programmation en musique actuelle aujourd'hui, et déjà depuis un certain nombre d'années, puisqu'on a des prix de cachets qui flambent tous les ans. Donc on réussit malgré tout à concocter quelque chose d'assez équilibré et de cohérent sur 3 jours. Voilà. Je peux ajouter aussi que sur le jeudi soir, on accueille une musicienne qui s'appelle Achika. Et là, c'est plutôt, le report va être plutôt positif et agrémenté l'année prochaine de tout un projet avec les habitants sur la ville de Guîtres, puisque le premier jour du festival, on le décentralise, on le fait hors les murs. Il était prévu à Guîtres, donc on reporte ça sur 2021 et on va mener tout un travail avec les habitants autour du Venezuela, avec cet artiste qui s'est engagé et qui va même marrainer la soirée. Voilà. Ok, merci. Oui, très rapidement, pour donner un contexte différent. Donc, les scènes itinérantes, ne fonctionnent pas comme un événement culturel, parce que là, on ne fait pas une programmation, on fait une sélection que l'on va proposer à nos partenaires communes et associations dans une logique de territoire et de diversité. Donc, contrairement aux événements type festival, les tournées d'artistes ont assez bien résisté jusqu'à présent aux annulations. On peut compter près de 70% de maintien ou de report. Et donc, effectivement, pour répondre à la question, nous, on ne va pas reproposer les mêmes artistes l'année prochaine. Hein. On tient aussi à donner l'opportunité à d'autres compagnies, à d'autres artistes de bénéficier de ce dispositif et de pouvoir proposer aussi des nouvelles choses à nos partenaires. Oui, alors on a des réactions qui arrivent un peu au fur et à mesure, donc c'est vrai que ça bouscule un petit peu nos questions, mais c'est intéressant de s'y attarder, parce que c'est vrai que sur les festivals, on a une donnée qui est vraiment importante par rapport à d'autres projets culturels, c'est que dans le festival de musique actuelle ou le festival de rue, il y a des paramètres importants que sont l'idée d'accueillir en principe pour certaines manifestations, un nombre important de public, quand on sait que dans l'économie notamment des festivals de musique actuelle, mais aussi en cirque d'ailleurs, on pourrait le dire, le nombre d'entrées est un facteur déterminant. On sait très bien que les subventions publiques sont une part minoritaire du financement des billetteries et des gros festivals, même s'il y a aussi des cas très différents. Ça, c'est le premier aspect, mais peut-être que vous pourrez en parler. Et l'autre aspect, c'est effectivement l'idée même dans l'espace public d'avoir du monde, en fait. Et c'est vrai que, quelque part, le fait de devoir soit d'abord avoir du monde pour toucher un maximum de personnes, et c'est Jérôme Gauthier qui l'a rappelé ce matin,
L'idée, c'est que peut-être on fait aussi des manifestations culturelles pour avoir d'autres gens que ceux qui vivent déjà à côté de soi, et que l'idée, c'est de se rassembler un peu plus fortement et de porter des échanges culturels qui concernent un maximum de population. On pourra y revenir, puisque c'est l'objet d'une question d'ailleurs. Mais il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect, donc, nombre de personnes... question économique, problématique de la distanciation sociale ou physique en tout cas, qui est vraiment sans doute apparu comme un frein considérable sur la plupart des festivals. C'est un peu différent dans les spectacles en salle, même si ça se pose aussi, hein. Tu as raison, Mathias, sur des tournées, sur des petites formes, entre guillemets, on voit poindre des solutions techniques acceptables, on va dire, même si elles ne sont pas idéales. Pour autant, sur la question de comment ça se passe dans l'espace public, dans Saint-Michel, ou sous une tente de chapiteau, ou sur une manifestation type musique à pile, mais également musique à la rue, nos voisins landais, on a des questions qui sont absolument pas résolues aujourd'hui sur la façon dont tout ça pourra perdurer, mais ça dépasse la question des musiques actuelles. Et d'ailleurs, une des questions, c'est cette crise qui nous est arrivée, c'est cette crise va-t-elle pousser les structures à privilégier des formes plus légères de diffusion. Alors, je vous laisse peut-être y répondre, Carlina. Oui, je veux bien y répondre. Effectivement, nous, en tant qu'opérateurs culturels, ce qui est quand même un petit peu... toujours embêtant, c'est que notamment on a 60% chez nous de subventions dans le budget et 40% de recettes propres, dont 30% de billetterie à peu près et 10% bar et restauration et puis un peu de mécénat privé. Mais on se rend bien compte que ce modèle-là économique, si on n'arrive pas à créer les conditions de la billetterie, donc de la jauge qui va avec, va-t-il vraiment pouvoir se maintenir dans les années à venir, parce que là on parle de maintenant, mais si ça continue dans ce sens-là, on pourra peut-être plus exister. Comment ça va se passer en fait? Moi j'en sais rien. Et le modèle économique est peut-être arrivé. Il va peut-être falloir aussi le réinventer pour pouvoir continuer à diffuser des œuvres dans les années à venir. Je ne sais pas, je pose des questions, je n'ai pas de réponse non plus. Moi, par rapport à cette question, j'ai l'impression qu'il y a une réponse à la crise qui est conjoncturelle et une réponse qu'il ne faut pas différencier d'une réponse structurelle en fait. Pour moi, ça reste une crise. Alors après, l'avenir dira peut-être que c'est le nouveau modèle dans lequel on s'engage, mais pour l'instant, c'est une crise. Donc du coup, c'est une période qui est bousculée, où on n'a plus nos repères. Et donc du coup, on peut inventer autre chose en fonction du contexte qui est différent. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'on renonce d'une manière structurelle à notre idée qui est propre, je pense, au spectacle vivant, qui est, je disais, de rassembler autour d'un récit, d'une musique, d'une œuvre, et de rêver ensemble, de voir le monde différemment grâce au spectacle. Et ça, enfin, voilà, pour moi, pour l'instant, c'est important de faire cette distinction. Et par rapport au côté conjoncturel, oui, évidemment, il y a la question de la jauge qui est réduite de par les réglementations sanitaires. Nous, effectivement, quand on a décidé de faire le mini chahut, au moment où on l'a décidé, l'autorisation, c'était 10 personnes maximum réunies dans le même espace. Donc, on s'est dit, même si c'est 10... Là, dans l'urgence, on préfère faire quelque chose plutôt que rien. Encore une fois, nous, Chahut, on est une association d'intérêt général qui bénéficie de subventions publiques. Et on n'aurait pas pu faire ce choix-là sans les subventions. En effet, ça, c'est très important de le rappeler. Parce que effectivement, la recette en face, elle est très basse quand on se retrouve à accueillir sur 2 jours. Donc, nous, on a rassemblé 16 rendez-vous différents sur 2 jours. Finalement, on a pu monter les jauges à 20 personnes en respectant la distanciation. Donc, on a pu accueillir plus de 600 personnes finalement. Donc, mis bout à bout, les petites jauges, les petits ruisseaux font les grandes rivières. On a quand même fait un moment qui n'était pas non plus... qui avait aussi du sens en termes de chiffres. Donc, ça, c'est aussi intéressant de regarder les chiffres et comment ça fait. Mais après, ça n'a été rendu possible, encore une fois, que grâce aux artistes
qui ont accepté d'inventer des formats, de jouer différemment, des formes plus courtes, de les rejouer 2 fois dans la journée, malgré l'épuisement. Enfin voilà, on a été pris dans quelque chose, dans une dynamique. On y va, c'est trop dur de rien faire. On préfère se rendre possible au moins à quelque chose d'assez modeste, mais au moins qui existe. Et on l'a fait aussi en lien avec le centre d'animation Saint-Michel pour que les familles du centre d'animation puissent venir, que les élèves aussi qui avaient bénéficié des actions pendant l'année, qui s'étaient interrompues, puissent venir aussi le week-end. Donc on a joué aussi des représentations dans l'école des menus le jour précédent. Voilà, on a essayé de faire vraiment à chaque fois avec petitement, mais un petit peu nos missions en version réduite. Mais pour moi, alors si, il y a un côté positif, c'est que ça a été très doux de se retrouver en petit nombre par rapport à des grandes jauges, et que ça, c'est vrai que c'était agréable au niveau des discussions, du plaisir de se retrouver, de ne pas être trop nombreux. Mais pour moi, c'est pas forcément ça qu'il faut faire absolument tout le temps. Et voilà, c'était conjoncturel. Oui, tu as raison. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou réagir peut-être dans notre public? Hélène Fribourg, directrice de la culture au département de la Gironde. Oui, bonjour. Comme réaction, je voulais juste simplement dire que la réaction du département, c'était immédiatement, enfin, de notre côté, en tout cas côté technique, se dire que quoi qu'il arrive, il fallait qu'on maintienne les subventions, et le président a suivi très rapidement. Ça a été vu à la fois pour maintenir la solidarité avec les artistes. On savait que l'ensemble des festivals ont joué le jeu de l'indemnisation des artistes. Enfin, c'était même complètement naturel pour eux, c'était une évidence. Mais en fait, l'idée, c'était de passer la crise comme une crise, et là je suis effectivement Elisabeth, Carlina, c'est une crise, et l'essentiel c'est que les opérateurs culturels se maintiennent, et après, l'après, là on va voir. Mais c'est vrai qu'on ne le maîtrise pas. Je suis d'accord qu'il y a plein de solutions qui ont été trouvées. Est-ce qu'il faut garder ces solutions et changer de modèle? Moi, je ne suis pas à fond. Hein. Je suis comme Elisabeth, quand même, les retrouvailles, ou ici, le festival Ruez-vous, ce n'est pas la même chose que faire par village un petit événement. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Ça c'est sûr. Et c'est finalement ce qui a été maintenu, les scènes d'été itinérantes que mentionnait Mathias, c'est ça, ce sont des événements assez ponctuels avec des petites jauges, et ça fait des super événements, mais vraiment ceux dans lesquels on se retrouve à beaucoup plus nombreux, et où on avale du spectacle, enfin, vraiment on en voit plusieurs à la fois à la suite, c'est quand même autre chose. Mais là, on est encore dans l'expectative. Hein. L'essentiel, c'était de maintenir. Et puis, toutes les solutions, je trouve, ont leur revers. Effectivement, aller vers de nouveaux publics, c'est très, très bien. Aller dans les EHPAD, vers des lieux où il n'y avait pas de spectacle, c'est une très bonne chose. Après, il y a le risque de morceler les publics, de continuer, enfin, de faire de l'entre-soi. Les petites jauges, la problématique du modèle économique se pose quand même sérieusement. Voilà, les solutions qu'on trouve, je trouve, ça fait pas un modèle de culture, en tout cas pas encore. Hein. Voilà. Donc, ma question, c'est ça, ok, passons la crise, mais la suite, on n'a pas encore tout à fait de visibilité, et je ne sais pas si toutes les solutions sont trouvées. Ça reste encore une question. Oui, d'ailleurs, Hélène, on en discutait tous les deux tout à l'heure, notamment par rapport à la responsabilité, c'est une petite sortie là, mais sur la responsabilité écologique, notamment des festivals, par rapport au développement durable. On sait que tout ce qui est streaming vidéo, aujourd'hui, ça consomme en termes d'impact carbone l'équivalent de 300 millions de tonnes par an, c'est-à-dire la consommation énergétique d'un pays comme l'Espagne. Donc, même quand on passe sur le tout numérique, entre guillemets, on n'est pas du tout sur nos responsabilités, et c'est pas, déjà, ça ne règle pas du tout ce que tu évoques, Elisabeth, c'est-à-dire
le plaisir à partager une émotion collectivement, hein, d'être dans un face-à-face avec des artistes et des publics. Même si pendant la période de confinement, pour le coup, on a pu passer le temps aussi avec des initiatives d'opérateurs ou d'artistes qui ont, grâce aux réseaux sociaux, permis de faire que la culture continue d'exister. Et puis d'ailleurs, je crois qu'elle a bien rempli ce rôle-là pour le coup. Pour autant, ça ne peut pas être un modèle sans doute de développement ou une alternative à des dynamiques festivalières, quoi. Et puis j'ajouterais qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça de façon tout à fait bénévole, hein. Donc c'est quand même un peu compliqué, ça. Ouais, c'est vrai que sur le côté tout numérique, nous, ça nous a pas non plus, même pendant le confinement, on s'est pas senti tellement concerné au niveau de l'association Chahut, parce que ça me semble être un métier aussi de faire de la vidéo, de faire du numérique. C'est pas le nôtre. On s'improvise pas. Il y a plein de très bons youtubeurs. Il y a plein de gens qui font ça très bien. Et par contre, on avait plus envie de s'acoquiner avec la radio. Pour le coup, qui consomme peut-être moins d'énergie aussi. Comme on est dans les arts de la parole, on a fait un petit partenariat avec la Clé des Ondes et on a continué des projets participatifs plutôt via le médium de la radio, qui nous correspondait mieux que la surenchère aussi de vidéos ou de supports numériques. Alors on anticipe peut-être sur la troisième question, mais je partage quelques réflexions qu'il y a sur le fil de discussion, notamment Fluo Compagnie avec Nadia Larina, qui rappelle l'importance de la proximité, donc plus de médiation vers les publics. Elle est en train de réfléchir à un spectacle où elle va mixer finalement du présentiel et du distanciel, d'après ce que j'en comprends, en incluant du participatif à distance aussi. Donc c'est une réflexion, on est sur ces deux modèles-là et comment est-ce qu'on mixe du présentiel et du distanciel. Et elle tenait à remercier aussi les diffuseurs et les opérateurs de territoire qui continuent à s'engager, notamment, et on travaille avec eux, Jean-Luc Terrade, au Marche de l'été, qui a soutenu le report de leur avant-première. Donc elle tenait à l'en remercier, et l'importance des opérateurs qui continuent effectivement leur rôle de diffuseur. Alors du coup, on est parti vivre dans le sujet, hein, mais c'est vrai qu'on s'est pas, enfin, on s'est posé la question, mais par rapport à votre quotidien, votre métier de professionnel, qu'est-ce que ça a généré, qu'est-ce que ça a impacté chez vous, comment vous l'avez ressenti dans votre façon d'envisager votre métier. Déjà, le rapport au temps est devenu complètement différent. L'action culturelle, elle, comme c'était dit tout à l'heure, elle se prépare, elle s'anticipe dans le temps long. Et là, en fait, on a dû passer dans une forme d'hyper-réactivité et d'adaptation permanente. C'est-à-dire que ce qu'on écrivait, il fallait parfois le défaire la semaine d'après et le reconstruire. Donc là-dessus, c'est ce rapport à l'immédiateté et aussi à l'attente, hein, mine de rien, parce qu'il y a eu des périodes assez longues pendant le confinement où je pense que nous, départements et les opérateurs, on était totalement dans le flou. Voilà, c'est une façon de se réinventer quelque part, de s'adapter un petit peu à cet événement, enfin à ces événements. Et donc voilà, beaucoup de réactivité. Mais moi, ce que je veux retenir de tout ça de positif, c'est que ça a vraiment ressoudé des liens. On avait beau être confinés chez nous, en télétravail, éloignés un petit peu les uns des autres, pas être présents sur le terrain. On a beaucoup plus échangé avec les partenaires, avec les artistes, parce qu'il y avait ce besoin réel d'échanger des informations, et puis parce que c'était vital, hein, voilà, de pouvoir s'informer, de pouvoir anticiper d'une manière différente. Oui, Elisabeth. Ouais, moi je voulais aussi rajouter quelque chose sur le quotidien, puisqu'on a vécu l'expérience de préparer un festival d'une manière différente, liée aussi à la question des gestes barrières et de comment faire en fait avec un virus, comment faire avec le risque. On a l'habitude en tant qu'organisateur de gérer des risques, et là c'est un risque supplémentaire en fait. Et j'avoue qu'organiser un mini chahut dans une cour d'école, on a quand même l'idée faudrait quand même pas que ça devienne un cluster malgré tout, qui est une nouvelle donnée du problème. Donc du coup nous dans le quotidien déjà ça a changé parce qu'on a préparé
préparé quasiment tout le festival en télétravail, avec quelques réunions en direct, mais en fait, on a fait beaucoup de réunions. Donc, la première fois qu'on s'est retrouvés, est-ce qu'on met un masque, est-ce qu'on met pas de masque, combien de temps on le reste, est-ce qu'on fait des réunions dehors? On a fait notre première réunion dans un parc. Voilà, il y a la question je pense, de la peur qui vient comme ça, un peu contaminer nos pratiques. Et du coup, nous, on a écrit un protocole sanitaire qui était demandé aussi dans le dossier de manifestation publique, en complément des différentes données qu'on apporte dans un dossier. Et donc, on a dû se poser toutes ces questions du gel, de la désinfection des objets qu'on propose aux personnes. Enfin, voilà. Et donc, tout ça, c'est une nouvelle donne aussi qui est venue rajouter des choses dans le quotidien, quoi. Et voilà, c'était pas le plus rigolo. Alors, ce qu'on a fait pour rendre ça plus sympathique, on a demandé à 2 artistes, 2 comédiens, de faire une intervention spécifique pour accueillir les gens avec la question des gestes barrières. Donc Cécile Maurice et Sébastien Genebès accueillaient les gens et avaient écrit la Déclaration universelle des droits des gestes barrières. Et donc on avait essayé de mettre un peu d'humour et de décalage parce que ça nous pesait aussi à nous et qu'on s'est dit de toute façon les gens il faut qu'ils respectent, donc on va l'amener par le côté aussi décalé en faisant un petit pas de côté comme on aime le faire. Et puis sur tu voulais dire quelque chose? Pardon. Non. Je vais juste rajouter quelque chose sur la question du temps. Et justement, moi, ce que ça a impacté dans notre quotidien, c'est de se poser, de prendre le temps en fait, de se questionner sur le sens de nos actions. Parce que parfois, on n'a pas le temps. En fait, on court tout le temps après le temps. Et de réinterroger en fait, nos pratiques, comment on avait envie de voir les choses pour les années à venir. Effectivement de ne pas faire une double saison reprogrammant à l'identique tous les spectacles et se dire comment en fait on allait construire peut-être faire moins de propositions mais les construire avec plus de partenaires, quelque chose de plus transversal à l'échelle du territoire, que ce soit pas que aussi à l'échelle des opérateurs culturels mais aussi croiser avec les compétences des communautés des communes, croiser aussi avec qu'est-ce qu'on fait dans une abbaye, qu'est-ce qu'on fait avec les commerçants, qu'est-ce qu'on fait avec les habitants. Et tout ça, en fait, ça demande du temps. Et le temps, il faut qu'on le prenne. Et du coup, peut-être faire moins d'actions qui soient visibles, mais qu'on valorise plus, en fait, la construction des projets, enfin, le chemin, en fait, pour y parvenir. Voilà. Je peux juste rapidement sur le temps. Moi, c'était très étrange, quoi. À la fois, on avait du temps, mais le temps, il y avait plus de. On n'avait plus de calendrier, plus d'emploi du temps, plus de barrières entre la vie privée et la vie professionnelle, etc. Donc ça a été quand même assez compliqué d'organiser tout ça. Et par contre, peut-être l'effet positif, c'est que du coup, on a organisé énormément de visioconférences avec le conseil d'administration de l'association. On a toujours du mal à se réunir, c'est toujours compliqué de réunir plein de personnes, d'organiser des réunions, mais là en visio, du coup on s'est vu quand même très souvent et pendant toute la période jusqu'à à peu près mi-juin, une fois par semaine, on s'est réunis et du coup on a beaucoup échangé, on a beaucoup dialogué et certaines personnes qui s'impliquaient peu se sont impliquées, même pour le futur, etc. On réfléchit manière de fonctionner dans l'avenir, donc ça c'était plutôt positif. Le point négatif, comme je disais en début d'intervention, c'est les bénévoles. Les 120 bénévoles avec qui on partage l'aventure et qui s'investissent presque tout au long de l'année sur le projet, et bien pour la plupart, on n'a aucune nouvelle. Donc on a essayé d'organiser des visios aussi avec eux, on a échangé beaucoup de mails, etc. Mais voilà, donc ça c'est quand même le point d'interrogation. On espère qu'ils auront tous envie de nous accompagner et de faire partie à nouveau du projet à la rentrée. Mais voilà, on va voir. Oui, parce que c'est pas qu'une question finalement de programmation, d'événements en tant que tel. Vous avez raison de le rappeler. Hein. Un festival, c'est un travail à l'année. Il y a toute la part d'invisible, c'est-à-dire une population, des militants, des personnes qui s'investissent et qui
effectivement le travail sur une longue période. Et puis c'est une façon aussi de partager un projet sociétal de vie sur une communauté quelle qu'elle soit. Juste pour ajouter, ce sont des bénévoles compétents. C'est-à-dire que dans nos toutes petites équipes de festivals, il y a des pros, mais il y a les bénévoles compétents qui gèrent seuls la partie restauration, qui gèrent seuls la partie buvette, qui gèrent seuls la billetterie, etc. Et voilà, c'est vraiment des personnes précieuses dont on a plus ou moins eu de nouvelles et qui l'ont vécu. Voilà, en tout cas, cette année, on n'a pas partagé l'aventure. Et ça fait partie, Elisabeth, des raisons qui ont aussi motivé l'équipe de Chahut à se dire qu'on ne lâchait pas l'affaire, qu'on allait proposer quelque chose, parce que c'était courageux aussi de le faire dans un contexte extrêmement mouvant, incertain, voire interdit. Oui, évidemment, se retrouver quoi, avec les bénévoles, avec les publics, ça a été le moteur qui nous a fait. J'ai l'impression que le micro il marche plus, si c'est bon, ça marche. Qui nous a fait proposer ce festival, enfin ce mini festival, oui, en effet. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions par rapport à ça, ou des... Il y avait aussi la question de l'invisibilité, l'absence de manifestations parfois dans certains territoires. Ça avait un petit côté étrange. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue avec Sébastien Carlier, qui regarde là-bas, sur les questions qu'on se posait. C'est pas pour te passer la parole, encore que tu pourras intervenir si tu veux. Hein. Je te force pas. Mais il me semble que tu m'avais dit qu'effectivement, cet été, il y a quand même pas mal d'endroits où il se passera pas grand-chose, entre guillemets, alors je caricature peut-être un peu, et que dans notre paysage du quotidien, c'était pas sans poser des questions sur le sens, sur ce qui fait la vie en ruralité ou ailleurs. Je te tends une perche, mais pas encore en vacances. Ouais. Et donc, vas-y, continue, parce que là, j'ai besoin d'une perche. Non, nous, au niveau du parc naturel, effectivement, on n'a pas du tout un rôle de programmateur culturel, de festival, tout ça. On accompagne plutôt un ensemble de compagnies à travailler sur leurs projets de création, d'associations à faire leurs manifestations et tout. Donc, effectivement, là, comme disent les collègues de la communication, les pages sont un peu blanches. Donc il y a eu en réponse un peu rapide quelques propositions de diverses et variées en tourisme nature, en petit événement culturel, surtout land art, art contemporain avec la forêt d'art. Donc ça c'est très très bien et ça trouve pleinement sa place à ce moment-là. Après nous, ce que ça a suscité comme réaction, c'est que on fait effectivement de l'événementiel de temps à autre. Cette année, c'était les 50 ans du parc naturel régional, donc création participative, comme je disais, avec 2 compagnies, Générique Vapeur, Carabosse, sur tout un territoire investi, donc village habitants, assos et tout. Et la fragilité de toutes ces aventures-là, c'est qu'on embarque plein de monde, on rêve énormément et puis d'un seul coup tout s'arrête. Donc là effectivement nous on ne sait pas comment rebondir par rapport à ça et on a fait rêver des gens sur un projet. Je parlais avec le maire, il est parti parce qu'il est très branché en fin de compte au fourneau, forge, tout ça, et on parlait de ça et je lui disais oui, Carabosse, de toute façon quand ils ont vu le haut fourneau à Broca, ils ont dit on va remettre le feu au haut fourneau, il n'y a aucun souci. Donc tout ça a donné beaucoup de lumière dans les yeux des habitants et des élus, sauf que tout s'arrête. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très compliqué à gérer et à partager. Donc nous, ça repose la question de comment stabiliser et structurer à terme ces événements-là, parce que des crises, il y en aura. Hein. Là, c'est une sanitaire, mais il y a une crise écologique qui arrivera, ou économique, et ainsi de suite. Donc effectivement, c'est comment peut-on stabiliser nos projets où on embarque effectivement du monde en plus dans tout ce paysage. Voilà. Donc la réponse, la perche, je ne l'ai pas, et la réponse, je ne l'ai pas.
Nous, par rapport au Merci. projet participatif, on s'est donné un an de plus en fait. Je sais pas si c'est. Nous, par rapport au projet participatif, la plupart d'entre eux, on s'est donné un an de plus. Nos fabriques, elles sont sur 2 ans déjà d'emblée. Donc on était censé repartir sur de nouveaux axes. Et en fait, on est en train d'inventer une suite. Donc en disant ce qu'on a déjà fait, on l'a déjà fait. On a eu certains projets qui ont un petit peu continué à distance avec les outils numériques ou même téléphoniques. Et là, du coup, on repart. Tout ce qu'on a fait, ça nous fait un nouveau socle pour la suite, en fait. Parce que c'est vrai, je rejoins ce que vous dites, comment on peut laisser les personnes comme ça, avec un projet qui tombe à l'eau, en termes de responsabilité, c'est très dur aussi. Donc après, en espérant qu'on puisse aller au bout maintenant. Parce que ça, évidemment, on n'en sait rien. Oui, parce qu'il y a cette question qui est compliquée finalement, et Hélène le disait, c'est à la fois, il ne faut pas se presser trop d'inventer des trucs un peu bizarres, pas maîtrisés, un peu à l'arrache, pour occuper absolument le terrain quoi qu'il arrive et rester dans une urgence. Et on ne saurait pas trop pourquoi on ferait ça finalement. Et en même temps, on ne peut pas non plus se dire on attendra quand il pleuvra plus, quoi, parce que on a cette situation-là qui est atypique, qui pourra peut-être durer, on ne le souhaite pas, il y en aura peut-être d'autres, effectivement. Et il faut bien que le spectacle continue dans son rôle social de cohésion, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu... moi, je n'ai pas la réponse non plus, mais ça pose effectivement cette question de comment on va faire le au mieux. Alors, faire au mieux, quand on a dit ça, on a tout dit, mais pour pouvoir arriver à trouver des issues, des options qui nous permettent de tenir et de ne pas renoncer finalement à ce que nous faisons. Mathias, tu voulais dire ? Oui, en fait, c'est ce que tu as dit précédemment m'a interpellé. Chaque année, je viens à Rions une fois par an. Et c'est vrai que là, cette année, je viens aussi et j'ai du mal à reconnaître la ville quand je rentre dedans, en fait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, il manque juste un festival. Et je pense que c'est fondamental parce que ça repositionne aussi la place de la culture dans notre territoire, dans notre société. La culture, c'est pas une fin en soi, c'est tout ce qu'elle entraîne avec, en fait. Et c'est vrai que les scènes d'été itinérantes, c'est vraiment, ça illustre vraiment bien tout ça. On va mettre un spectacle autour d'une guinguette, autour d'un marché des producteurs, autour d'une fête communale, autour de la gastronomie, parfois même d'une simple buvette. Mais c'est tous ces moments de vie, de convivialité. Hein. Tu parlais de la vie dans nos communes, dans les villages, dans les campagnes, et ça met en éclairage tout ça, en fait. C'est que la culture, oui, mais tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'elle entraîne autour, je pense qu'il ne faut vraiment pas le perdre de vue. Voilà, ça m'a interpellé. Christophe Azema, je vois que tu es tenté de répondre, d'intervenir. Je t'ai donné une perche. On est chez vous, là, donc c'est normal. Et on aura des questions, je crois, Gonel, après. Oui, donc... bien sûr, je tends la perche de Mathias sans mauvais jeu de mots. Et donc, ce que je voulais dire, donc nous on est vraiment à la croisée, j'ai l'impression de chaque opérateur qui est autour de la table. C'est-à-dire, on gère à la fois un festival, on gère aussi une saison, on gère l'hiver, on gère l'été. On est un petit peu sur tous les terrains et sur toutes les saisons. Et nous, là, ce qui nous a permis là de rebondir. Donc on n'a pas créé un mini Ruez-vous, comme un mini chahut, mais en tout cas on a pu recréer dans d'autres espaces des spectacles et sur un territoire plus large que le village de Rions. En tout cas, donc s'étendre sur d'autres communes avec d'autres éléments patrimoniaux, d'autres endroits. Et du coup, voilà, on a pu rebondir avec ça sur les espaces naturels aussi, parce qu'on a aussi une programmation qui est permanente en fait toute l'année. Donc on a pu reporter des spectacles qui étaient annulés au printemps, on les a reportés et tout ça a fait un cumul, une mini saison d'été cumulée sur un temps là donc pendant un mois durant l'été. Voilà. Et je voulais rebondir notamment sur ce que disait Mathias, c'est parce que il y a une vraie demande aussi des habitants
Et là, quand on a reporté ces spectacles, quand on a proposé aux communes d'aller vers elles et de dire on vous propose d'accueillir un spectacle qui n'a pas eu lieu à Rions ou ailleurs, on a eu un vrai accueil de la part déjà des communes, parce qu'on n'était pas sûr au moment où on a imaginé ça que les communes aient envie d'accueillir des spectacles, parce que tout le monde était plus ou moins confiné. Il y a une peur aussi liée au rassemblement des personnes dans des endroits, sur les communes. Donc on n'était pas convaincu de l'accueil qu'on pouvait recevoir. Et en fait, si, il y a une vraie demande des habitants dans des propositions culturelles pendant l'été. Et ça, c'est plutôt rassurant, je trouve. Voilà, parce que sans vouloir, comme tu disais, occuper le terrain à tout prix, à la fois, il y a une demande aussi des personnes des besoins et des spectacles, mais aussi, comme tu disais, Mathias, de se retrouver autour d'une buvette, autour d'un lieu patrimonial, de le voir différemment, comme c'est le cas à Rions, à plus grande échelle, bien sûr. Mais en tout cas, c'est intéressant de ne pas reconnaître le village quand on revient vide. Voilà. Ouais. Juste, j'avais une question, Christophe. Du coup, là, sur les prochains événements, est-ce qu'il y aura une petite restauration, une petite buvette, puisqu'on sait que d'aller voir des spectacles et des concerts, on aime bien avant, après, pouvoir en parler, continuer à passer du temps ensemble? Oui, alors à chaque fois qu'on a reprogrammé un spectacle, on a veillé aussi à ce que le lieu puisse être investi par soit je prends un exemple, un bar proche. Là, à Rions, on peut en parler puisqu'on est là. Il y a le cercle rionnais qui est donc dans le village, et on a programmé le spectacle sur la place du village où il y a le café, le cercle, et du coup le cercle pourra proposer voilà. Nous, on s'est dédouané, on va dire, de ces règles-là. On est une collectivité, voilà, c'était compliqué de mettre en place nous-mêmes une buvette dans des conditions, voilà. Puis on a une équipe réduite aussi là pour le coup, sans les bénévoles de Ruez-vous. Par contre, à chaque fois, sur chaque lieu, on s'associe soit avec une association locale ou avec un café. Ou voilà, un professionnel, un viticulteur aussi, ça arrive, c'est le cas à Sérons aussi, un château qui propose une dégustation. Voilà, donc à chaque fois on s'est associé avec un élément local qui propose une petite restauration ou buvette pour pouvoir prolonger le spectacle et les discussions. Et les spectacles sont gratuits? Oui, et là du coup, oui, c'est vrai, on a tenu à ça aussi, toujours dans l'idée d'offrir aux habitants qui ne partiront pas en vacances ou qui resteront sur le territoire parce qu'ils travaillent, des spectacles gratuits, voilà, pour que ce soit le plus ouvert possible aux habitants. Voilà. Et dans l'économie aussi de ce projet-là, voilà, c'était possible de le faire, donc les élus ont validé ce choix-là. Donc c'est bien la jauge et les recettes propres qui font qu'on annule ou pas, qu'on reporte ou qu'on peut organiser, parce que nous ça a été ça aussi quoi, avant d'avoir l'interdiction de l'organiser, on s'est posé la question et voilà, nous c'est 50% de notre budget, les recettes propres, buvettes, restauration et partenaires privés aussi, les partenaires privés avec qui on n'est pas encore contractualisé, on ne savait pas du tout s'ils allaient maintenir leur apport financier et du coup voilà, en dehors du côté de l'aspect aussi convivialité, de tout ça qui fait vraiment partie de nos événements, il y avait aussi et la billetterie. Ouais. C'était cette incertitude qui a contribué à notre décision. Voilà, mais c'est pas la même économie de projet qu'un festival comme Ruez-vous. Voilà, donc ce n'est pas comparable du tout. Donc on reporte pas les dépenses et les recettes au même niveau. Ça, c'est sûr. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a les aides publiques qui ont été maintenues. Donc ça nous permet de faire ce type d'événement et de le proposer gratuitement. Oui, donc finalement, on est déjà dans la réponse au contexte, en ayant maintenu, redéployé des manifestations en dépit de la période de confinement. Donc ça fait déjà partie de ces innovations-là. Alors c'est vrai qu'elles dépendent beaucoup de l'infrastructure, de la logique propre de chaque manifestation. Hein. Mais ça fait déjà partie des réponses qui sont importantes, et c'est vrai que l'idée d'avoir pu déjà
dans le courant de l'été, avoir des signes un peu positifs de déconfinement, en espérant que ça dure, permet déjà de remettre des projets à l'œuvre et aussi de se réconcilier peut-être avec des publics, parce que, enfin, réconcilier au sens sanitaire, parce qu'il y a un peu la peur peut-être, je me dis aussi, de se retrouver... la question du risque, donc il y avait une forme peut-être aussi de nécessité à rembrayer sans trop tarder dans des logiques de spectacle, ou pour que ce vide ne soit pas non plus quelque chose qui devienne un peu traumatique, à la limite, dans le temps. Hein. Je le dis peut-être pas très bien. Et on pourrait aussi imaginer certaines choses, justement, par rapport au fait de retrouver ces publics, qu'il y ait des choses qui viennent freiner leur retour. Par exemple, le port du masque, on pourrait imaginer que c'est désagréable et que les gens n'ont pas envie de porter un masque, finalement, pour aller au spectacle. Mais bon, pour avoir regardé quelques événements qui se sont déroulés là au début de l'été, finalement, c'est peut-être une attente aussi. Justement, on parlait de risque tout à l'heure. Et les gens, ils ont envie de revenir au spectacle, ils sont prêts justement à faire ces concessions, donc ils rentrent vraiment dans le jeu de l'organisateur. Donc là-dessus, les freins qu'on pouvait imaginer au départ, masque au théâtre, ben en fait il y a une vraie participation du public, je pense, qui résonne avec cette attente de revenir voir des artistes sur scène. C'est pour les artistes que c'est difficile de jouer devant un public masqué. C'est possible, mais c'est vrai que quand c'est de l'adresse directe, on a senti, nous, que c'est un échange, quoi. Ils aiment bien choper les expressions du visage. Alors, les yeux, heureusement, sont assez expressifs, mais c'était assez dur pour les artistes, notamment. Et à partir du 1er août, je crois que ça ne s'arrange pas, effectivement, hein, puisque on va systématiser, en tout cas dans les lieux clos, le port du masque. Moi, j'aurais bien aimé avoir... est-ce que c'est possible d'avoir... on a la chance qu'ils soient avec nous, nos amis des Nuits Atypiques. Ça m'aurait intéressé d'avoir un peu leur vécu, parce qu'on est aussi sur un territoire qu'ils connaissent bien. Merci beaucoup. Merci, c'est bon. Oh, faut que je me lève. Voilà. Oui, notre ressenti, alors notre vécu. Je pense que comme vous tous, on a traversé un moment d'effarement, puis de longues semaines d'incertitude et d'ascenseur émotionnel et de douleur, à se dire voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou pas, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui reste, jusqu'à ce que imaginer de nouvelles formes et se dire que ça va pas, et bon, bref, donc jusqu'à ce qu'on ait on annule le festival contraint et qu'on arrête de se torturer et qu'on prenne aussi nos responsabilités, sachant qu'il y a une responsabilité morale encore à organiser un événement dans des circonstances incertaines, et moi j'avais pas envie de prendre cette responsabilité-là, de peut-être créer un cluster ou quoi que ce soit. Donc bon, la conséquence de cette annulation, c'est que on a stoppé 34 événements de prévus, donc sous une forme, donc on a un festival itinérant, donc c'est 34 événements sur 14 communes, avec des jauges variables, c'est-à-dire qu'on a des jauges de 500 personnes à des fois beaucoup moins. Mais voilà, alors c'est sûr que c'est 34 actions culturelles de territoire qui n'auront pas lieu ou qui n'ont pas eu lieu. Et c'est sûrement dommage, puisqu'il y a des territoires dans lesquels il ne se passera peut-être pas grand-chose sans la venue des Nuits Atypiques. Après, nous, on est déjà sur une forme qui est sûrement plus adaptée à ce moment de crise, sachant que sur des petites jauges, avec nous, on s'est réinventé avant le Covid. Voilà, depuis 2015, on fait cette itinérance et on a réduit nos coûts techniques, on s'est allégé de manière à pouvoir réaliser, en restant à peu près en équilibre, des événements dans de petites jauges sur des petits lieux, dans le faire ensemble, dans le vivre ensemble, donc avec des partenaires de mairie,
partenaires privés, associations, etc. Du coup, c'est des formes qui sont possibles. C'est une autre façon pour le spectateur aussi de venir consommer le fait culturel. C'est-à-dire que du coup, voilà, nous on propose un événement dans un lieu avec son intérêt patrimonial. Les gens viennent pour une chose, mais ils viennent chercher ce qu'il y a tout autour. C'est-à-dire que on vient voir un concert, mais on vient aussi échanger avec l'artiste, on vient découvrir le lieu, on vient en même temps parfois participer à une balade naturaliste ou participer à un débat, une rencontre débat, et puis on vient chercher un moment de vie et d'être ensemble. Voilà. Non, merci pour ce témoignage, hein. C'est vrai que c'est important. Et c'est vrai que le fait d'être sur des jauges contenues, entre guillemets, permettra probablement de renouer plus rapidement, on l'espère en tout cas, avec une forme de normalité. Mais et c'est vrai que mais pour autant, c'est vrai que les questions demeurent, hein, sur les grandes manifestations. Enfin, quand je dis les grandes, il n'y a pas de grands et de petits, mais sur les manifestations qui sont vraiment contraintes du fait de l'impératif de recette, quoi, j'ai envie de dire. Là où il y a l'impératif de recette, de billetterie fort, c'est pas vrai que pour les festivals, hein, je pense aussi à nos collègues de scène de musique du monde, hein, au Rocher de Palmer par exemple, ou autre, de comment on arrive à réguler des flux de public et dans même la nature du spectacle ou de l'expérience. Elisabeth, tu l'as évoqué, on va pas avoir un concert en étant à 2 mètres les uns des autres, quoi. Enfin, ce qui se passe, ça doit être improbable du point de vue du rapport à la scène, et c'est vrai bien sûr sur toutes les formes du spectacle vivant. Bon, faut bien accepter qu'on n'a pas aujourd'hui les réponses et qu'on va devoir faire avec le temps qu'il faudra, quoi. J'évoquais rapidement les formes de cirque, hein, pour mieux connaître entre guillemets dans d'autres expériences. Il faut remplir, hein. Plus on remplit et plus on fait des séries, plus on arrive à tenir les équilibres économiques, logistiques en fait, qui sont induits par la nature même de la forme du spectacle, et ça doit impacter aussi les parcours professionnels des artistes dans leur projet, hein, parce que leur rapport au corps, le contact direct, dans la danse également, on a beaucoup d'inconnus, et en espérant bien sûr que ça ne dure pas, mais les mois que l'on vit en tout cas sont redoutables pour la communauté artistique, quoi. Justement, nous, on a répondu aussi à ça pendant cette période un petit peu de calme. Pour accueillir justement des artistes aussi en résidence. En fait, on a ouvert le théâtre, et notamment quand même des artistes de cirque pour lesquels c'était pas gagné. D'autant plus que ce sont 2 acrobates qui se touchent fortement. Donc il a fallu convaincre aussi les élus d'ouvrir le théâtre pour cette petite équipe, cette équipe artistique. Et je crois que c'était aussi essentiel d'intervenir à cet endroit-là. Ils avaient perdu des mois et des mois de travail de création, et je crois que ça faisait partie aussi des choses invisibles qui ne se voient pas du tout les publics, mais qui sont intégrantes à nos missions fondamentales de l'économie globale de la culture, quoi, en fait. Et c'est peut-être une des innovations par rapport à notre thématique, mais une des possibilités intéressantes, c'est justement de profiter de ça pour réinscrire la présence d'artistes dans les territoires, en les aidant dans leur travail et en créant notre rapport aussi plus durable peut-être. Non pas que c'était pas le cas jusque-là d'ailleurs, hein, parce que on va pas tout réinventer non plus, et ce travail a été déjà fait, mais c'est peut-être aussi une façon de réenvisager, de ne pas se couper de la présence artistique et de l'envisager autrement le temps qu'il faudra. Et je dirais même peut-être de collaborer plus entre opérateurs sur des parcours de résidence, en fait. Je disais tout à l'heure, par exemple, à côté, au chantier de Ramassé, ils ont un carlet pour des résidences d'écriture. Pourquoi pas une résidence d'écriture chez eux qui finit chez nous ensuite sur une autre étape de travail.
pour profiter aussi d'une compagnie qui va être là sur un territoire plus grand en permanence. En termes de coût environnemental aussi, ils ne vont pas faire des allers-retours dans toute la France pour aller travailler. Et pourquoi pas aussi profiter de cette permanence sur les territoires pour enclencher des actions de médiation qui sont plus, qui sont pas que de la diffusion, mais c'est aussi nos métiers. On est aussi pour répondre à ces endroits-là, ouais. Alors, je vais relayer quelques réactions qui sont dans le fil de discussion sur YouTube. Donc, plusieurs incertitudes quand même qui posent des questions. On en a parlé largement. La question de comment remobiliser les bénévoles et comment continuer à mobiliser les partenaires aussi. C'est Stéphane Pouchy de Musicapil qui posait cette question. Et la question aussi des obligations, recommandations. Obligations par rapport à l'organisation de ces festivals. Et effectivement, aujourd'hui est tombé le fait que le port du masque serait obligatoire dès la semaine prochaine dans les lieux publics clos. Donc ça rapproche encore un petit peu les échéances. Et donc l'obligation aussi de s'adapter rapidement à ça. Donc voilà, je voulais relayer ces quelques réflexions. Et puisqu'on est parti sur la question des innovations, nouveautés, adaptations par rapport à ces mutations, vous livrez les réflexions d'Emmanuel Négrier qui livre dans un entretien du dernier numéro de La Scène que je vous invite à venir consulter au centre de ressources de l'IDAC, qui n'est pas accessible en fait. Mais à la rentrée. Ou sur des questions de relancer les festivals, lui, il identifie 4 pistes possibles sur lesquelles vous allez peut-être réagir, et j'en suis sûr vous avez déjà réfléchi à tout ça. La piste de l'écologie, repenser les têtes d'affiche aussi. On sait que par rapport à des artistes à l'international, compliqué de les faire venir. La réduction des dépenses, déjà à l'œuvre chez beaucoup d'entre vous, mais comment est-ce qu'on réduit encore les dépenses et comment on fait des choix aussi par rapport à ça, et Nuits Atypiques en ont parlé. Et enfin, les enjeux de mutualisation, qui sont effectivement un maître mot dont on a parlé déjà la semaine dernière. Tu as 4 questions en une. Merci Gwenaëlle de les avoir posées. Alors j'avais une réaction à chaud là, de Florence par rapport et de Carlina également qui était un peu plus loin. Sur la réduction des dépenses. Ouais. Je vois pas trop quoi, à part tout arrêter. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Nous, en plus on est une asso, on n'a pas d'équipement culturel. Donc clairement on n'a pas de frais vraiment de fonctionnement. On a un loyer. On est hébergé au Rocher de Palmer pour quelques années. On a nos salaires, Chloé et moi, qui sommes à temps partiel. On n'est même pas à plein temps. Voilà. Ensuite, tout le reste est vraiment associé à une action qui est financée soit par des subventions, et par la billetterie. Donc voilà, réduire les dépenses, ça va être quand même un petit peu compliqué. Après, pour tout ce qui est développement durable, écologie, etc., nous, c'est aussi des choses qu'on développe depuis des années sur nos événements. Pareil, accompagné notamment par le département qui nous a toujours encouragés à faire toujours plus. Donc oui, après, je vois pas en quoi ça peut influer sur la poursuite et le maintien de nos événements, même si c'est dans d'autres formes. Et après, je sais plus quelles étaient les autres questions. Moi, je voulais répondre sur l'aspect écologique. Je parlais justement là tout à l'heure d'essayer de croiser non seulement les logiques de tournée en termes de diffusion, mais aussi se rapprocher des opérateurs pour l'aide à la création également. Nous, on a réussi à mobiliser les bénévoles qu'on avait du mal à remobiliser en ces temps un petit peu compliqués. On a réussi à croiser ça, et ensuite les aspects écologiques. On est en train de changer toute la stratégie de communication en fait. On va passer sur des supports format un peu Gazette Utopia qui vont être beaucoup moins de papier en fait. On va faire plus de réseaux de web en fait, même si on sait que ça a des impacts. Mais on va pas non plus le faire de manière accrue. Et puis, on va faire un journal de fond, en fait. On va valoriser toutes nos actions, pas que la diffusion.
et faire des portraits de bénévoles, des portraits d'artistes, valoriser aussi tout ce qu'on mène sur le territoire. Et c'est aussi l'occasion que la commission communication, qui est composée d'habitants, s'y implique, s'y investisse dès maintenant et de les mettre tout le temps en action encore avec nous et en jeu. Ce sont les bénévoles qui vont s'en charger de ce journal ? Accompagner des salariés. En fait, toutes les commissions sont coordonnées. Il y a toujours une des deux salariés, des membres bénévoles et des habitants. Ah ben moi, je vais rebondir sur la question des têtes d'affiche. Puis en plus, je vais en profiter pour parler du festival Musique à Pile. C'est aussi une façon de voir les choses. Quand le noyau dur de l'équipe de bénévoles travaille sur la programmation, on sait bien que Musique à Pile ne peut pas se payer la tête d'affiche du moment. Donc ils vont travailler sur l'anticipation, sur ce qu'ils imaginent, les artistes de demain. Et ils vont essayer de découvrir un peu avant, parce que c'est vrai que quand on arrive sur scène, on voit l'artiste, il y a une victoire de la musique, oui, ça paraît logique, mais ce travail-là, il est parfois fait 2 ans à l'avance. On regarde les valeurs montantes, et c'est ça qui permet aussi à un festival qui n'a pas des ressources financières illimitées, de proposer quelque chose d'innovant et puis d'intéressant. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que le spectateur, il a aussi envie de découvrir. Il n'a pas forcément envie de voir des choses qu'il connaît déjà ou qu'on voit à la télé. Il a aussi envie de parler de quelque chose qu'il a découvert sur scène, qu'il ne connaissait pas, parce qu'il a fait confiance au travail des équipes qui ont été dénichées un petit peu ces pépites lors de leur repérage à droite, à gauche. Et c'est aussi ça, quoi. Donc je pense que sans nécessairement se réinventer, on peut continuer à proposer des choses innovantes, des découvertes, des artistes qui sont peut-être encore méconnus à un instant T, mais qui dans le travail de qualité. Donc moi, je ne suis pas du tout pessimiste par rapport à ça. Et puis peut-être qu'il va falloir revoir quelques gros cachets qui sont devenus un peu exorbitants à la baisse pour pouvoir réaccéder justement à ces organisations de festivals qui n'ont plus les moyens de déboucher des sommes qui paraissent aujourd'hui un peu... Oui, et puis je pense que c'est important qu'on résiste, nous, les petits festivals de musique actuelle, dont les cachets des artistes grossissent énormément, puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de festivals de musique actuelle qui sont privatisés, qui appartiennent à des grosses boîtes. Voilà. Donc nous, c'est important d'être... Effectivement, on est les résistants et on se bat contre des gros festivals régionaux que vous connaissez, qu'on connaît tous, qui non seulement font flamber les cachets, mais aussi mettent des exclusivités. Donc voilà, donc nous on résiste à côté. On sait très bien que Musique à Pile, Saint-Denis-de-Pile, au fin fond du Libournais, limite Charente, les gens, enfin on a notre public local comme pour toutes les manifestations, mais le public ne sera pas là si à un moment cette année il n'y a pas Kezia Jones, si l'année dernière il n'y avait pas Jeanne Haddad, etc., etc. Et voilà, et tout notre travail effectivement de réussir à maintenir cette programmation, accompagné d'artistes plus régionaux en découverte. Mais je pense que oui, il faut qu'on résiste parce que sinon, il n'y aura plus que des grosses manifestations à 50 000 personnes. Je vais passer la parole à Elisabeth. Alors, il faut qu'on résiste en attendant que la pluie nous arrive dessus, effectivement. Aller un peu dans ce sens-là et réagir à l'article de M. Négrier dans La Seine, parce qu'il y a quand même une méconnaissance de ce que c'est que les festivals dans ce genre d'article, dans le sens où quand on a l'impression, quand on lit La Seine, quand on parle de festival, on parle que des gros festivals de musique, en fait. Moi, je me sens absolument pas concernée par cet article quand je le lis et par ces recommandations qui, encore une fois, ne me concernent absolument pas et ne nous concernent pas, en fait. Et je trouve qu'il y a aussi il y aurait un travail à faire beaucoup plus fin de la part de ces journalistes-là, d'aller voir ce qui se passe sur le terrain, de quitter un peu la scène des grosses manifestations qui prennent déjà tout l'espace médiatique et d'aller voir ce qui s'invente voilà, avec les moyens du bord, en proximité avec les personnes qui habitent autour et qui, en termes je trouve, d'invention au quotidien, il y a l'invention dont on est capable là dans un moment d'urgence, mais il y a aussi tous les bricolages qui sont pas du tout négatifs dans ce que je dis, mais qui font qu'en fait on rend possible des choses avec les moyens du bord. Et ça, je trouve qu'on se sent très peu écouté, représenté, etc. dans la scène au sens propre. Et puis voilà. Et en plus, ce terme de festival, il recouvre des réalités tellement différentes
qu'en fait, on ne sait pas forcément de quoi on parle. Il faudrait préciser, avant de dire le mot festival, de quoi est-ce qu'on parle. Je crois qu'il y a Hélène Fribourg qui voudrait le micro. Direction de la culture, département. Après le soleil cuisant, nous avons le crachin. Oui, j'avais deux remarques. D'abord, la première, c'est la même qu'Elisabeth. Je ne pense pas, sincèrement, enfin, j'espère que vraiment cet article ne s'adresse pas aux festivals qui sont ici présents. Je ne pense pas. Il y a vraiment effectivement des échelles qui ne sont pas les mêmes et je suppose qu'il ne s'agit pas de ces festivals-là et je ne vois pas, moi non plus, de mon point de vue, hein, de financeur aussi, hein, comment ces festivals-là peuvent vraiment économiser. Voilà, c'est un peu compliqué. Et sur l'aspect protection de l'environnement, nous, effectivement, on est assez on pousse pas mal de ce côté-là et j'ai constaté, notamment c'était relayé sur la newsletter de l'OPC dernièrement, il y a pas mal d'initiatives qui sont créées pendant le confinement. En fait, ce confinement a permis à certains, j'ai l'impression, à certains artistes, à certains domaines artistiques qui ne sont pas très structurés, de se parler, ils se sentaient un peu obligés. Je sais que dans les artistes lyriques, par exemple, c'est le cas. Il y a dans le jazz, musique classique, ils se sont fédérés un petit peu. Il y en a qui ont créé des associations, et notamment autour de ces questions de la protection de l'environnement et de la pratique de leur métier avec des missions de charte ou de préconisation pour qu'eux-mêmes ne soient pas contraints d'être en totale dissonance avec leur envie de ne pas trop consommer de carbone notamment, ce genre de choses, et faire sauter notamment, parler d'exclusivité, essayer de, quand ils se déplacent, quand ils doivent se déplacer sur des territoires, ne pas venir uniquement pour un concert, mais peut-être arriver à jouer plusieurs fois pour rentabiliser leur déplacement et à sortir ça peut-être d'actions, de médiation, de rencontres avec des publics différents. Voilà, il y a pas mal d'initiatives de ce côté et ça, c'est un des effets, je pense, positifs du confinement. Et pardon, sur l'écologie, il y a une difficulté quand même qui se pose avec la crise sanitaire, c'est comment concilier ces fameux gestes barrières avec l'écologie, parce que c'est le désastre écologique produit par les masques jetables, par le tout plastique, le tout jetable, etc. C'est vrai, nous, on s'y est confrontés puisqu'on l'a fait comme ça dans l'urgence. On s'est vite posé des questions, on a essayé de mettre un évier à l'entrée plutôt que d'acheter des litres de gel hydroalcoolique, mais forcément, on a quand même acheté des masques jetables. Des poubelles. En fait, il y a un vrai pendant problématique écologique. Et nous, en tant qu'organisateurs d'événements, comment est-ce qu'on se positionne et qu'est-ce qu'on invente pour déjà penser la durabilité avec ces questions de gestes barrières, c'est complexe aussi. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, c'est conjoncturel, mais du coup, on commençait à apprendre. On continuait à avoir des bonnes pratiques et qui ont été un peu sabordées du fait d'avoir du tout jetable pour faire face à ça, effectivement. Quoi. Tous les wash, le fait de laver la vaisselle sur place et tout ça. Enfin, bref, tout ça est un peu mis à mal. Ouais. Mais il est vrai que sur les festivals, et sur la question de la proximité et de leur rôle de développement local, je ne veux pas affirmer non plus, mais si on regardait qui fréquente vos festivals, on se rendrait sans doute compte qu'on est beaucoup dans la proximité locale, communale, autour des communes, voire départementales, un peu la région parfois, mais qu'on n'est pas du tout effectivement dans des rassemblements de festivals. On en connaît, et je pense au Garo Rock et d'autres qui doivent connaître des difficultés assez complexe pour le coup, du fait du système et de l'engrenage dans lequel ce type de manifestation est amené à aller pour pouvoir se développer finalement. Quoi. Et d'autres d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans cette situation-là. Pour autant, les problèmes sont déjà cruciaux, déjà à notre niveau, quoi, effectivement. Alors l'heure tourne, je crois qu'on a eu 15h30 qui ont sonné au clocher de Riance. Le crachin semble s'être arrêté momentanément. Néanmoins, est-ce qu'il y a une question, une réaction, une dernière avant de couper, ou sinon on en reste là? Non, ça va.
Bon, donc juste vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette journée avec nous et de remercier encore une fois nos collègues et amis de Orions, de Convergence Garonne, de nous avoir accueillis et d'avoir co-organisé surtout avec nous cette journée. C'est toujours agréable de pouvoir venir là aussi dans les territoires et on se dit toujours qu'on ne le fait pas assez. Vous en profitez également pour vous dire que notre prochaine journée d'avant l'été, en tout cas avant l'été, avant de reprendre certainement en septembre, on en discutait avec Gwenaël tout à l'heure, aura lieu au Carré déjà là à Saint-Médard-en-Jalles et sur 2 demi-journées. La première sera donc le matin, comme je l'ai dit, et donc sera spécifiquement sur la question de la programmation d'une saison artistique à l'heure des mesures sanitaires. Voilà, donc on est plutôt dans le côté des salles ou des saisons. On a vu que les saisons culturelles ont été un peu abrégées au moment de l'arrivée du Covid. Donc comment ça se passe pour les lieux, on va dire, qui travaillent sur les temporalités de saison culturelle. Et l'après-midi, on sera sur cette thématique de la création à l'heure des incertitudes sur les enjeux de la diffusion, puisque la question de la création est elle-même impactée. Aujourd'hui, d'être sur une résidence de travail, un programme de création, alors que je ne serai peut-être pas diffusé dans le mois qui vient, ça pose tout un tas de questions. Donc on sera accueilli par l'équipe du Carré et les Colonnes, scène nationale, avec Sylvie Violon au Carré, donc le 21 juillet. On vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup. Au revoir.